Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef, ravi de vous retrouver pour un épisode hors norme. Et vous me connaissez, je ne suis pas très superlatif, je ne vous dirai pas cela si vraiment l'histoire qui arrive n'était pas hors du commun. Vous allez entendre Yazid Hichemraen raconter tout son parcours. Alors comment le présenter sans trop dévoiler ce qui va suivre ? C'est un chef pâtissier, déjà. Pour découvrir ses créations, il faut pousser les portes d'un palace, le Royal Monceau, à Paris. Mais il va aussi ouvrir sa boutique au cœur de la capitale. Bon, on peut aussi les déguster à l'étranger et dans de nombreux pays. Il emploie plus de 100 personnes et, oui, il a écrit un livre et un film a été fait pour raconter son histoire. Je vous l'avais dit, c'est pas commun. Mais avant de voyager dans le monde entier en business class pour devenir celui qu'il est aujourd'hui, il a dû affronter des épreuves de vie monumentales. Mais juste pour vous dire, ici vous l'entendez souvent, les chefs racontent la dureté du métier et de son apprentissage. Eh bien dites-vous qu'il est aussi passé par là. Sauf qu'il a commencé alors qu'il était en foyer. Lors de ses premiers stages, il n'avait pas un sou. Et plus tard, pour assurer le jour ses premiers postes, la nuit, il dormait dehors. Au matin, il prenait sa douche sur la plage avant de rejoindre sa brigade dans un hôtel monégasque. Et dans ces conditions, il a même fini par décrocher le titre de champion du monde des desserts glacés. Et ça, c'est rien à côté de tout ce qu'il a traversé et qu'il va vous raconter. Je pourrais dire que son récit force le respect, mais en vrai, le parcours de Yazid Hichemraen ne se qualifie pas. Sa détermination, elle n'a aucun équivalent. Son envie de progresser, c'est pareil. En fait, toute son énergie, toute son ambition, elle est à la hauteur de tout ce qu'il a dû endurer. Et je n'ai jamais entendu pareille histoire. Bref, moi je m'appelle David Ordonneau et je suis un type extrêmement privilégié qui n'est pas eu à me battre comme lui, mais j'ai créé ce podcast pour qu'on entende tous des récits qui nous donnent à réfléchir, qui nous émeuvent et nous inspirent. Vous écoutez donc Chef et vous allez halluciner en écoutant cet homme condamné par le sort qui ne s'est pas contenté de s'en tirer, mais qui a marché vers les sommets. Vous ne croiriez pas cette histoire, pourtant elle est vraie. Voici l'histoire de Yazid Hichemraen. Je suis né dans la Marne, moi, à Épernay, dans la ville du Champagne. Vous connaissez? Uh-huh. Et je suis né d'une je sais pas par où commencer parce que c'est long. Mais ma mère en fait, elle m'a mis au monde à Épernay, mais elle est d'origine marocaine. Et j'ai grandi en famille d'accueil chez Monsieur et Madame Binet Yves et Janine à Chouilly, dans une ville de moins de 3000 habitants, il me semble. C'est à 7 km d'Épernay. Et il se trouve que j'ai grandi en famille d'accueil parce que ma mère, elle pouvait pas s'occuper de nous, ma sœur et moi, et mon petit frère. Donc on était placés à l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai commencé à faire des gâteaux, de la pâtisserie, parce que la famille d'accueil chez qui j'ai atterri, leurs enfants travaillaient à Leclerc et à Carrefour. Donc ils travaillent toujours à Leclerc et Carrefour. Alors j'ai grandi avec le goût populaire de la pâtisserie, la plus populaire du monde, celle des supermarchés. Ouais, exactement, ouais. Celle des 8 éclairs achetés plus 4 offertes, les poiriers avec de la poudre et de l'eau en plein mois d'août hors saison et les fraisiers plein mois de décembre. Mais c'est mes madeleines de Proust. Même encore aujourd'hui, quand je vais chez eux, je veux que mon gâteau d'anniversaire soit un gâteau de grande distribution parce que c'est le goût de mon enfance en fin de compte. Et on n'avait pas trop d'argent pour aller chez les grands pâtissiers comme Pierre Hermé ou La Durée. Et tout ça, c'est un paradoxe inouï avec ce que en fin de compte je fais aujourd'hui. Dany et Laurent, c'était ses enfants biologiques, à ma tête et mon tonton. Mmh. Et moi, c'était un métier pour eux, donc j'étais leur troisième enfant, mais ils étaient payés pour me garder et petit à petit, j'ai été inclus chez eux comme dans leur propre famille. Donc j'ai été bercé le mercredi après-midi avec les gâteaux yaourt de ma tati, et puis en fait, quand on grandit entre guillemets, je l'ai su que longtemps après, mais comme ce que j'ai grandi en foyer, en famille d'accueil, on a un manque de reconnaissance depuis le plus jeune âge, que normalement on a cette reconnaissance
dans les yeux de nos parents. C'est eux qui nous applaudissent quand on a des bonnes notes à l'école ou qu'on nous dit simplement que c'est bien quand on fait des belles choses. Moi, j'ai jamais eu ce truc-là parce que j'avais pas de cadre familial et donc j'étais tout le temps en perpétuelle quête de reconnaissance. Et il se trouve que comme Laurent et Dany faisaient des gâteaux, je me suis toujours dit je ferais comme Laurent et Dany parce que je voyais Laurent et Dany prendre de la reconnaissance par rapport aux gâteaux qu'ils faisaient de ma tati et mon tonton. Ouais. Donc j'ai commencé ce métier non pas parce que j'étais passionné, encore moins parce que j'étais un génie là-dedans. J'ai commencé ce métier juste parce que c'était le chemin pour trouver deux personnes qui avaient de la reconnaissance par rapport aux fraisiers de chez Leclerc. Et moi je me suis dit je veux pareil. Moi aussi, je veux faire des fraisiers, quoi. Exactement. Vous êtes arrivé à quel âge dans cette famille? À l'âge de 2 ans. En fait, oui. Quand je suis né, j'ai passé 2 ans placé dans une pouponnière. C'est un foyer pour bébé. Et puis à l'âge de 2 ans et demi, je suis arrivé chez ma tati et mon tonton puisque ma mère, elle pouvait pas s'occuper de nous. Voilà. Vous avez d'autres questions? Non, mais j'imagine que quand on arrive à 2 ans, pour le coup, c'est la famille qui a été votre référence. Vous parlez de la quête de reconnaissance, mais... Ouais, bien sûr. C'est marrant parce que même si je suis arrivé il y a 2 ans, j'ai toujours des flashs. Ah oui. La première fois, c'est dingue. Je me rappelle de ma tati comme si c'était hier. Elle avait une grande robe à fleurs et elle était violette avec des grandes fleurs partout et j'ai monté directement, je suis monté directement sur ses genoux. Et ça, on me l'a raconté que après, mais j'étais déjà très débrouillard à 2 ans. En fait, ils m'ont donné au premier repas un yaourt et au lieu d'ouvrir la languette, j'ai percé un trou dedans avec la fourchette et puis je l'ai bu comme un petit yop. C'est ce qu'on m'a raconté. J'ai eu de la chance parce que ma tati et mon tonton, c'est les personnes les plus humaines et les plus bonnes que je connaisse sur cette terre. Et d'ailleurs, avec le parcours que j'ai eu et la non-croyance en l'être humain, parce que quand on est comme ce que je suis né, déjà quand on voit sa mère se comporter comme elle se comportait, on a tendance à croire en personne et se demander ce qu'on fout là. Et ma tati et mon tonton, en fait, ils sont tellement occupés de moi d'une manière désintéressée, même s'ils étaient payés pour le faire, c'était leur travail, femme d'accueil. Ils m'ont tellement donné un amour sincère qu'ils m'ont appris que l'être humain pouvait être magnifique en fin de compte. Qu'il y avait aussi du bon, ouais. Exactement. Et j'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer parce qu'il y a des jeunes qui ont grandi comme moi en foyer, en l'aide sociale à l'enfance et qui eux ont rien connu d'autre que les foyers et les éducateurs. Ouais. Et c'est beaucoup plus compliqué de se construire et de se demander ce qu'on fout là et de trouver un but à sa vie. Et en fin de compte, cette rencontre m'a sauvé la vie et a fait tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que si je les avais pas rencontrés, déjà, j'aurais pas fait de pâtisserie. Je serais pas là, vous et moi, l'un en face de l'autre. Et au-delà de ça, peut-être que j'aurais fait plein de bêtises, peut-être que je serais mort, comme des gens que j'ai pu côtoyer, au foyer. Peut-être que, voilà, j'aurais été mené par la vie. Et cette rencontre, elle m'a changé ma vie. Mon enfance, en fait, elle est assez paradoxale parce que du lundi, quand on est placé à l'aide sociale à l'enfance, du lundi au vendredi, j'étais chez ma tati et mon tonton, donc une magnifique éducation à la française, assez stricte, avec des codes en fait de tout ce que les enfants devraient apprendre. Pas les coudes sur la table quand on mange, on sort pas de table avant d'avoir fini son assiette, comment on finit sa bouche avant de parler, enfin la vraie éducation. Ouais, traditionnelle. Exactement, ouais. voilà. Et le vendredi soir, samedi, dimanche, je retournais chez ma mère parce qu'elle n'était pas considérée comme dangereuse pour nous. Et c'est important de garder un lien avec ses parents quand on est placé. Et il se trouve que du vendredi au samedi soir, je passais d'une éducation extra comme ça et normale au chaos complet avec ma mère et puis ses sœurs, ses cousines et tout ça. Ma mère, elle était alcoolique, droguée, elle se prostituait aussi. C'était son mode de vie. Et nous, on était un peu témoins de tout ça avec ma sœur qui avait 4 ans de plus que moi. Donc, je l'ai très rarement vue à jeun. J'ai dû la voir 5-6 fois dans toute ma vie à jeun et c'était souvent dans des centres quand elle était en désintox.
Et il se trouve que le week-end, en fait, quand il y avait des choses dans le frigo, elle nous faisait à manger tant bien que mal. Et sinon, on allait le samedi, souvent, je me rappelle, on allait au secours populaire récupérer avec une carte que la mairie lui avait remis des yaourts, des paquets de chips, des pâtes et des steaks gratuits. Et puis je l'aidais à porter les sacs et en fait, il y avait plusieurs tons quand j'arrivais chez elle en début du mois. Quand j'avais de la chance que le week-end il tombait vers le 5-6, elle touchait un truc à la poste qui s'appelait à l'époque le RMI. Maintenant, ça s'appelle le RSA. C'était, je sais pas moi, 200, 300 € par mois. Et quand elle touchait ça, c'était super parce qu'elle allait faire les courses, des bonnes choses. Voilà, même si 80% c'était pour l'alcool, elle nous achetait toujours des Kinder, des choses comme ça. Et sinon, quand elle était trop, souvent le vendredi soir, on arrivait, ça allait parce que quand elle nous récupérait, elle devait pas être bourrée. Et le samedi, vers 16-17 heures, ça commençait à décliner. Ouais, à décliner. Et le dimanche, souvent, soit on rentrait voir les assistantes sociales par nos propres moyens, soit même pour manger. Moi, ça m'est arrivé de prendre des cordons bleus ou des steaks parce qu'ils étaient emballés dans des papiers plastiques et les mettre entre les rails des radiateurs, dans les vieux radiateurs, pour qu'ils décongèlent. Je mettais à fond. J'étais assez débrouillard. Quand j'étais petit, je les mettais à fond. À 8 et ça devait chauffer à, je sais pas moi, 40-50 degrés et ça faisait décongeler les cordons bleus. Bon, on les mangeait pas chaud, mais une fois qu'on enlevait le plastique froid, ça se mangeait. Voilà, le fromage il fondait légèrement et ça nous est arrivé plusieurs fois de nous alimenter comme ça. Et en fin de compte, ça m'a jamais trop choqué parce que j'étais jeune, je comprenais pas tout. Quand on l'accompagnait dans les bars faire sa prostitution au bar Le Progrès, par exemple, à Épernay, c'est un bar avec une devanture verte, ou à la Bodega, ça s'appelait, elle allait dans 2 bars. Il se trouve que, nous, par exemple, ma sœur, elle le vivait peut-être différemment, parce qu'elle avait 4 ans de plus que moi. Mais moi, quand j'avais 5 ans, il y avait un flipper sur la gauche en rentrant, les mecs qui venaient pour faire leur truc, on les appelait les tontons. Donc toute la journée, on attendait les tontons. Et puis la règle, c'est qu'ils nous payaient une assiette de frites et ils nous posaient 10-20 francs sur le flipper pour qu'on puisse jouer. Donc on les attendait avec impatience. On était un peu proxénètes de notre propre mère. C'était un peu bizarre l'ambiance. Mais sur le coup, je le vivais bien. J'étais trop jeune pour comprendre. Ouais, bien sûr. Je l'ai compris que très longtemps après. Et donc mon quotidien, il était là-dedans. Il était avec un amour certain et un cadre familial aimant apporté par ma tati et mon tonton. La débandade, la débauche et du grand n'importe quoi, mais aussi une certaine forme d'amour apportée par ma mère, parce que quelque part elle nous aimait, elle était juste en détresse. Comment du coup on comprend qu'il y a une sorte de semaine à double vitesse. Vous êtes un pied dans un environnement avec une tonalité, une ambiance, un pied dans l'autre. J'imagine que les charnières, elles sont compliquées quand vous devez revenir à une autre réalité. Vous devez un petit peu vous réguler. Vous avez mine de rien, même si vous dites vous n'avez pas compris tout à ce moment-là parce que vous étiez enfant et tout, mine de rien, il y a certainement des choses qui s'impriment. Et quand le dimanche soir ou le lundi, je sais pas comment ça se passait, vous rejoignez votre famille d'accueil, mine de rien, il y a certainement des choses qui se sont imprimées et vous êtes un peu dans un autre mood et ça doit être un peu compliqué quand même de jongler, quoi. Quand j'étais très jeune, pas forcément. Tout était un jeu, quoi. Et plus tard, vers 7-8 ans, j'ai commencé à comprendre un peu plus. Et puis des fois, quand elle était bourrée, pardon pour le terme, quand elle était alcoolisée, elle se comportait pas toujours bien. Donc, elle pouvait nous taper ou nous jeter des trucs dessus. Enfin, voilà. Elle essayait de nous foutre le feu avec ma sœur et tout ça. Et en fait, quand je me sentais rejeté, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, c'est ma tati qui serait beaucoup plus enclin à parler de ça que moi, parce qu'elle en parle de temps en temps. Mais c'est vrai que quand je rentrais, j'étais dans un état mental, psychologique qui était voilà. Mais ma tati, elle était assez habile parce qu'elle le voyait direct. Et en fait, normalement, on se couchait à 20h30 après Notre Belle Famille ou La Nounou d'Enfer à la télé. La Nounou d'Enfer, on avait les mêmes. Exactement. Avec Fran. Voilà, ouais. Et Miss Babcock. Et en fait,
elle me lisait des histoires un peu plus, elle me faisait veiller un peu plus tard le soir quand elle voyait que j'étais un petit peu pas trop bien. Pour réconforter un petit Exactement. peu. Ouais. Et elle me racontait ça, ma tati. En fait, quand j'étais petit, même jusqu'à mes 4 ans, j'avais donc un lit superposé dans la chambre à côté de eux. Et tous les matins pendant, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, elle m'a retrouvé par terre. En fait, je dormais par terre. J'arrivais pas à dormir dans le lit parce que chez ma mère on n'avait pas de lit. Je dormais sur le tapis et je me sentais mieux sur le tapis que au lit. Donc c'est ma tati qui m'a appris à dormir dans un lit quoi. Et tout ça, toute cette dualité, ce paradoxe, il fait aussi ce que je suis aujourd'hui parce que je le vis à une autre échelle et sincèrement avec le recul, si tout était à refaire, je changerais rien de la moindre seconde de la vie que j'ai vécue bizarrement. Ouais. Parce que il y a eu beaucoup de détresse et beaucoup de défauts et beaucoup d'incompréhension, d'extrême tristesse, de solitude et tout ce qui va avec, mais à côté de ça, j'ai vécu des trucs et j'ai eu des sensations qui étaient extraordinaires, que ce soit dans la connerie ou dans les plus belles choses. J'ai eu 10 vies quoi. Quand j'étais au foyer après parce que à l'âge de 9 ans, ma tati et mon tonton ils se sont mis en retraite. Ça reste un métier. Il a fallu que j'aille au foyer. Et là complètement un autre cadre. J'arrive donc de chez Monsieur et Madame Binet-Yves avec une belle éducation. Dans un foyer où, en fin de compte, le foyer Sainte-Chrétienne, ou à Épernay, en fin de compte, où tous les groupes sont mélangés. Moi, je suis arrivé là-bas vers 9-10 ans, mais j'étais mélangé avec des gosses de 17 ans et d'autres de 5 ans ou 6 ans ou 4 ans même. Il y avait des petits comme ça. On vivait pas tous ensemble, mais il y avait un couloir avec plein de groupes, le groupe des bleus, le groupe des jaunes, le groupe des verts. Et c'est là où j'ai vu la vraie réalité de la vie. Et c'est perturbant déjà parce que c'est un nouvel environnement. Ah ouais. Et c'est un nouvel environnement composé de plein de gens qui sont comme ça. On était entre cassos, hein, voilà, je parlais avec mes mots, mais c'était un peu ça. Et le truc, c'est que déjà, première intolérance de ma vie, ma mère peut pas s'occuper de moi. Après, donc, je mets un peu de temps à le comprendre et tout ça. Et puis, plus je grandis, plus je me dis, c'est pas normal. Quand je vais à l'école, moi, je suis marron, ma tati, elle est blanche. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et donc, je commence à vivre avec ça. Après, ils se mettent en retraite. Je perds ma deuxième famille. Horrible. J'arrive dans un foyer et en fait, je suis confronté à toute la misère humaine parce que tous les jeunes qui sont dans le foyer, ils ont tous une histoire similaire à la mienne ou pire. Il y a aussi bien des jeunes qui sont fait abuser par leurs parents, violés, ou d'autres qui se sont fait taper, ou les parents qui sont morts, ou le père qui est en prison. Il y a tout type de personnes. Et là, en fait, on se rend compte que soit on est un loup, soit on a un mouton, mais dans tous les cas, il y aura pas d'entre-deux parce que c'est la vraie dureté de la vie. Moi, j'ai le souvenir, et c'est la réalité à l'âge de, je sais pas, 10, 12, 13 ans, des fois, parce qu'il y avait un réfectoire où on partageait tous le petit déjeuner et les repas. Dans le même réfectoire, tous les groupes. Ça permettait de mélanger tout le monde, etc. Et des fois, on se réveillait, il y avait un long couloir avec une vitre, et on voyait, je sais pas, 4 camions de flics avec... mais à 9h du matin, on allait à l'école avec plein de gens dehors et tout. Et on voyait des jeunes avec qui on vivait depuis, je sais pas, 7, 8 mois, 1 an, partir menottes dans le dos. Et on disait aux éducs qu'il s'est passé quoi, machin, un truc et tout. Et on apprenait plus tard dans la journée que pendant la nuit, il avait été violé une petite fille de 5 ans dans le groupe des Verts ou je sais pas quoi. Alors que lui, il en avait 14 et ça arrivait 2-3 fois dans l'année. Des trucs comme ça. Et en fait, et ça, c'est que 1% de l'iceberg. Au plus jeune, quand on est dans un truc comme ça, on apprend à côtoyer les stupes. Qu'est-ce que c'est que la cocaïne, que le shit, que l'herbe, que tout ce qui va avec. Et comme on est dans une espèce de hiérarchie de la vie, entre guillemets, qui fait que soit on est une victime, soit on fout le bordel, et ben, on a plus tendance à aller du côté de la turbulence et de la petite délinquance plutôt que d'essayer de trouver un but à sa vie. Et moi, la grande chance que j'ai eue, l'extrême chance que j'ai eue, c'est
j'ai frôlé tout ce bordel parce que j'ai pas toujours été exemplaire et j'ai fait beaucoup de bêtises aussi, mais j'avais la pâtisserie avec un espèce de manque de confiance en moi depuis la naissance qui faisait que un manque de reconnaissance qui faisait que j'avais toujours dans un coin de ma tête, même rebelle au foyer et triste et rebelle contre la vie, je veux faire des gâteaux comme Laurent et Dany. Toujours. Donc ça, ce souvenir familial finalement, c'est ces deux référents-là avec leur fraisier du mois de décembre et cette pâtisserie industrielle. Exactement. Pour vous, ça restait une lumière au bout. Ah ouais, c'était en fait, au-delà de ça, vous savez, ma tati et mon tonton, ils m'ont pas abandonné, ils étaient en retraite. Mais quand je suis arrivé au foyer, ils m'appelaient une fois par semaine ou deux. J'étais dans un cadre où c'était un bordel monstre et où je foutais bordel aussi. J'arrivais pas à travailler à l'école, je m'en sortais pas. Enfin, j'étais mauvais de partout. Et quand vous êtes là-dedans, les éducateurs, ils vous prédisent la prison ou la mort ou ce que vous voulez, mais jamais la grande réussite. En fait, quand vous vivez là-dedans, vous imaginez pas qu'un jour vous allez être chef pâtissier dans un palace avec des miroirs partout. Et en fait, c'est très dur d'entrevoir juste un peu de beauté dans la vie. Parce qu'on a tout perdu à la base et sans avoir rien demandé. Donc, c'est une injustice de base. Et en fait, quand ma tati et mon tonton, ils m'appelaient, je me rappelle que même si je faisais le cirque et ainsi de suite, etc., je leur disais toujours au téléphone, ah oui, là, j'attends d'avoir 14 ans, je vais attaquer un apprentissage, je vais faire comme Laurent, comme Dany. Et voilà, c'était ma lumière au bout du tunnel. J'étais pas passionné, je m'en foutais de la pâtisserie, je voulais juste faire comme eux et me dire que ma tati, elle avait un troisième pâtissier dans la famille. Et à 14 ans, fait beaucoup de bêtises, hein. Voilà, la violence, je fais beaucoup de bêtises. Je me retrouve devant le juge des enfants, monsieur Farcet, je sais plus trop comment il s'appelait, et qui me dit maintenant, en fait, t'as l'âge d'être placé en centre éducatif renforcé, donc prison pour mineurs. Mais le juge des enfants, il me suivait depuis pas la naissance, mais presque. Mmh. Soit tu trouves une formation, tu fais quelque chose, tu vas en ZEP ou dans une maison familiale rurale, voilà. Ou soit, on va te mettre en prison pour mineurs. Et puis à l'âge de 16 ans, tu pourras intégrer la maison d'arrêt au bâtiment des nouveaux arrivants et voilà, ce sera ça ta vie. Et en fait, moi, déjà j'ai eu peur de ça. On m'a fait visiter une prison pour mineurs et tout, j'ai eu peur. Parce que si déjà moi j'estimais être un peu un loup, les mecs qui avaient là-bas c'était encore pire que moi et j'avais très très peur de ça et parce que j'étais pas un délinquant, j'étais un bon petit jeune quand même qui était perdu mais j'étais pas un délinquant et en fin de compte parce qu'il m'a discipliné, j'ai commencé un pré-apprentissage voilà après le pré-apprentissage j'ai commencé un apprentissage et le matin au foyer, je me levais à 3h30 du matin. Je me rappelle, les éducateurs, ils faisaient des paris sur moi. Ils disaient que ça allait durer un mois ou truc parce que j'étais un branleur. Moi, pour eux, là-bas, faisais n'importe quoi. Et tout le monde avait fait des paris comme quoi j'allais pas continuer parce que mon patron était très dur et il me faisait, monsieur Viltard, un boulanger de l'époque, il me faisait lever à 3h30, à 4h du matin, je devais arriver à la boulangerie. J'avais un vélo au foyer pour faire à peu près 5-6 kilomètres et arriver à la boulangerie à 4h, mais on m'avait piqué une pédale, enfin on m'avait dévissé une pédale et tout. Je pouvais même pas pédaler, je m'en servais comme trottinette du vélo. Je faisais ça tous les matins. Et quand j'étais en retard, je me faisais démonter. Le patron, il en avait rien à faire d'où je venais. Il me disait tes problèmes, tu les laisses en dehors. Et en fait, ça m'a énormément appris. Quand j'arrivais, alors que il était 4h du matin, je touchais pas un gâteau. Je remontais les sacs de farine, je grattais les plaques à pâté, je faisais la vaisselle. J'étais au plus bas de l'échelle, donc je faisais toute la merde qu'il y avait à faire et j'ai appris ma première leçon, savoir donner pour recevoir et ça a été la leçon la plus importante de ma vie parce que malgré ça, en fait, au bout de 6-7 mois, je vais voir le patron, je lui dis mais attendez, je viens du foyer tous les matins, je me lève à 4h du mat, 3h30 du matin pour venir porter les sacs de farine, faire la vaisselle. J'ai pas envie de faire un CAP femme de ménage et je lui montrais des mecs sur internet en lui disant regardez, moi je vais être comme lui, je vais être meilleur vrai de France, je vais être champion du monde et tout ça, là vous me faites faire la vaisselle et tout ça, je vais me barrer d'ici.
je parlais un peu mal, un peu virulent. Et je me rappellerai toujours de cette phrase. C'était un petit monsieur charnu, enfin un peu trapu. Il était en train de lamer ses baguettes comme ça à 5h du mat. Et il me disait, mais si t'es pas content, tu te casses de là, en fait. Moi, je t'ai pris parce que la juge, elle t'a mis un contrôle judiciaire, mais libre à toi de partir. Et puis quand tu seras en prison avec tes petits copains, bah, tu oublieras pas que ici, tu faisais le ménage, t'étais toujours mieux que là-bas. Et tu sais, je vais te dire un truc. T'as la même liste de travail depuis 7 mois. C'est toi qui es un con. Mais attends, il me parle comment? On va me battre avec lui. Et j'étais jeune, hein, j'avais 14-15 ans. Il me dit, c'est toi qui es un con parce que la liste de travail, moi, je l'ai vu. Mes apprentis, ils mettent 4 heures à tout faire. Une journée de travail, c'est 8 heures. Mais toi, tous les jours, tu finis à midi. Et midi, c'est l'heure de rentrer. Donc, tu fais que du nettoyage. Si à partir de demain, au lieu de traîner les pattes, tu te bouges le cul, peut-être que tu feras les éclairs avec Ghislain qui était en train de faire, voilà. Et en fait, il m'a donné une leçon que j'ai compris sur le moment. Et le lendemain, au lieu d'arriver à 4h du matin, je suis arrivé à 2h. Les sacs de farine, ils étaient déjà là. J'ai tout monté en haut. J'ai fait la vaisselle rapidement, les plaques à pâté, au lieu de les faire comme ça, j'ai accéléré. Et j'ai fini mon travail à 5h30, 6h du matin. Et pour la première fois, au bout de 7 mois et demi, il m'a fait glacer des religieuses. Et c'était une boulangerie de quartier de base. Donc, autant vous dire, les religieuses, c'était pas trop ça, mais il m'a fait glacer les religieuses au café. Fondant à 37 degrés, mais comme ça, j'en foutais partout. Mais j'ai été super heureux parce que pour la première fois de ma vie, à 15 ans, j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Et c'est pas qu'il m'a récompensé, mais c'est que par rapport à ce que j'ai donné, j'ai réussi à créer quelque chose avec mes 10 doigts. Et je suis devenu un peu boulimique de ça. Donc en fait, limite, après, s'il fallait arriver à 23h pour finir plus tôt et faire des gâteaux plus tôt, c'est ce que j'aurais fait. Et je me suis passionné de tout ça. Et puis petit à petit, l'après-midi, au lieu de rentrer au foyer, foutre le bordel ou faire des siestes avec les autres, je voulais m'entraîner à écrire joyeux anniversaire avec du chocolat sur le marbre. Pour pas abîmer le chocolat, le mettre à la poubelle, je prenais du dentifrice et j'apprenais à écrire. Et comme j'étais 100 fois plus motivé que tout le monde, mais au-delà de la motivation, j'avais juste rien d'autre à faire dans ma vie que de rester pour m'entraîner à faire ce que je maîtrisais pas au travail. Tous les patrons chez qui j'ai été, quelque part, ça les a touchés. Parce que quand vous arrivez chez un patron qui a une quarantaine, une cinquantaine d'années, qui voit un gosse de 16-17 ans, qui au lieu de rentrer chez lui après ses heures de travail, reste et s'entraîne à faire des tartes, des machins, des trucs et tout, il a envie de donner beaucoup plus. Et pareil, moi, je détestais être en vacances en apprentissage. J'avais 5 semaines de vacances. Je détestais être en vacances parce que j'avais rien à faire. En fait, à chaque fois que je me suis arrêté dans ma vie, ça me faisait penser à mon quotidien qui était un peu de la merde. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais les pages jaunes à l'époque, un livre des numéros, et je regardais sur Internet. On avait une salle d'ordinateur qu'on avait le droit à une demi-heure tous les soirs avant d'aller se coucher au foyer. Je tapais les meilleures pâtisseries de France et tout ça, et je contactais tous les pâtissiers, Mère Tradition à Lille, Le Nôtre. Enfin, je regardais tout partout en France. Et en fait, je leur disais bonjour, voilà, j'avais 16 ans, 17 ans. J'étais en apprentissage, j'ai 16 ans, j'ai 3 semaines de vacances au mois de février prochain. Je suis très fan de ce que vous faites. Est-ce que je pourrais venir faire un stage avec une convention de stage, machin, etc. Et c'est gratuit. Bon, les entreprises, elles me prenaient. Mais quand vous arrivez chez Mère Tradition, que vous avez 16 ans et demi, et que ils savent que vous êtes là gratuitement et que ils se disent mais en fait il est fou, lui, il a des vacances, tout le monde part en vacances et lui il vient apprendre. Donc j'ai appris beaucoup plus de choses comme ça, des techniques, etc. Et puis par rapport encore une fois à tout ce manque de reconnaissance et cette boulimie d'apprendre et de vouloir tourner la page avec mon difficile passé, j'ai choisi des entreprises d'excellence. Après mon CAP, j'ai contacté Pascal Café, qui est meilleur ouvrier de France, champion du monde, pâtissier. Vous devriez vraiment l'interviewer, lui, d'ailleurs, parce que c'est une encyclopédie. C'est un des plus grands pâtissiers du monde, un des plus titrés aussi. Et à l'époque, donc j'avais tapé son nom sur Internet, donc à la salle ordinateur du foyer.
Et en tapant, je savais pas qui c'était, mais j'ai tapé meilleur pâtissier du monde, il est sorti. Et là, j'ai imprimé sa photo. Il n'y avait pas de cartouche d'encre, vous voyez. J'ai imprimé sa photo en noir et blanc et je l'ai accroché au-dessus de mon lit dans ma chambre. Et c'était mon Johnny Hallyday à moi, quoi. J'étais fan de lui, de rêver de lui ressembler. Il avait peut-être 5 ou 8 pâtisseries dans le monde. Je me suis dit, un jour, je serai comme lui. Et un jour, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Il m'a refusé, quoi. Il voulait pas me prendre en stage et tout ça. Et comme j'étais un petit con, que j'admettais pas qu'on me dise non. Un jour, j'ai fait une sortie non autorisée de mon foyer, donc j'ai fait une fugue. C'est cette fugue qui m'a sauvé la vie. J'avais 17 ans, j'avais pas tout à fait mon CAP et je suis allé à Troyes en fraudant le train, donc j'ai pas payé mon billet de train, j'avais pas d'argent. Mais à l'époque, c'était facile, il suffisait de changer de wagon, c'était très facile. Et je suis allé à la boutique des Écrevols où il y avait la femme de Pascal Café à l'époque et elle a vu un petit clochard arriver, affaire pas très présentable, chaussures trouées, machin, truc et tout. J'ai dit, écoutez, je parlais pas très bien à l'époque, je présentais pas très bien. J'ai dit, écoutez, je suis au foyer, moi, à Épernay, là, je fais mon CAP. Je pense que, non, j'ai dit, je vais la voir. J'ai pas dit, je pense, je vais la voir, en septembre prochain. Mon rêve, c'est de rencontrer votre mari, j'aimerais beaucoup. Moi, je suis fan, hein, je suis très, très fan et tout ça. Et j'avais, 18 € d'argent de poche qui me restait voilà, et j'ai acheté une boîte de chocolat à 18,90. J'avais pas assez pour la boîte de chocolat. Donc elle m'a offert les fameux 90 centimes. Elle m'a pris mes derniers 18 €. Donc je suis reparti en train en fraudant. et c'était une sensation inoubliable. Et en fait, à un moment, un mec l'éducateur du foyer m'appelle, il me dit quelqu'un veut te parler. Très bien, il me donne le téléphone. Et là, c'est Pascal Café qui me parle au téléphone. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'avais 17 ans. Il était accroché en poster dans ma chambre. C'est un truc de fou. Et il me parle, il dit c'est toi le casse-couille? Je dis mais oui, c'est Yazid. Il dit ouais, on t'a dit non une fois, mais bon, ma femme, elle m'a dit de t'appeler. Voilà, en fait, c'est sa femme qui lui avait dit de m'appeler. Et il me dit, tu fais quoi, je sais pas, mercredi ou samedi, est-ce que tu veux venir me rencontrer, visiter mon labo? Truc de ouf. Et en plus, il y avait les éducateurs autour qui disaient que moi, j'étais un bon à rien. Donc, je mets le haut-parleur et tout. Je dis, vous pouvez répéter ce que vous avez dit et tout? Et il me dit, ouais, viens visiter mon labo. Et il me dit, t'en es où dans tes études? Je dis, je vais avoir mon CAP bientôt. Moi, mon rêve, c'est de travailler avec vous. Je ferai même la plonge si vous voulez et tout ça. Et il me dit, bon, si t'as ton CAP, je te prends en attendant. Viens me voir la semaine prochaine et tout ça. Truc de fou. Donc là, je reprends le train, mais payé par le foyer. Voilà. et je prends ma fameuse boîte de chocolat. Je les avais tous mangés. Et en fait, il vient me chercher avec un scénic à lui-même. Truc de fou pour moi, truc de dingue. Il vient me chercher à l'aéroport et il me ramène dans ce laboratoire de 3000 mètres carrés et j'avais la boîte avec moi. Il m'a pas demandé pourquoi, mais j'avais la boîte avec moi, voilà. Et il me fait visiter et là j'ai une odeur de chocolat qui me suit depuis toute ma vie, qui est l'odeur de la chocolaterie de l'Opéra. C'est un fournisseur de chocolat dans le sud de la France, mais que c'est Pascal Café qui m'a initié à ce chocolat et il m'a sauvé la vie, ce mec, parce que j'aurais pu continuer un apprentissage dans un foyer, au foyer ou voilà, en boulangerie, un truc sans avoir énormément de gratifiance ou gratitude des gens. Et là, j'avais un des meilleurs pâtissiers de la planète qui a pris du temps pour moi. C'est la plus belle valeur, avec une humilité déconcertante, qui a passé au moins 2 heures à me faire visiter son laboratoire. Et là, je voyais, c'était le Real de Madrid pour moi, des pièces en chocolat, des sculptures, des trucs et tout ça. Et à la fin, il m'a ramené à la gare. Et je lui ai tendu la boîte. Et il me dit, mais c'est quoi la boîte? J'ai dit, est-ce que vous pouvez me la signer? Et il m'a signé un autographe. Et cette boîte, elle est toujours chez moi, chez ma tati. Et en fait, il m'a changé la vie parce que quand je suis rentré au foyer, je voyais plus rien pareil. J'essayais de faire beaucoup moins de conneries, être beaucoup moins turbulent parce que je me sentais vraiment quelqu'un. En fait, du jour au lendemain, tout le regard des éducateurs qui me prenaient pour un bon à rien, il a changé parce que ils se disaient
putain, voilà, il va peut-être aller tout ça. Et il me gratifiait. Il disait, ah mais vous savez, Yazid, machin, il va peut-être aller chez un grand pâtissier à la rentrée et tout et tout. J'ai eu mon CAP. Il m'a pris. Et là, j'ai commencé à rêver et ma vie, elle a été changée parce que on m'a parlé d'Angelo Musa, un très grand pâtissier aussi de l'époque, mais ouvrier de France 2007, champion du monde 2003, 2000 je crois, je sais plus. Il a fait énormément de choses et un très grand homme, très gentil. Et en fait, de chez Pascal Café, la plongeuse, donc Adélaïde, me donne le numéro d'Angelo qui était à la Pâtisserie des Rêves à Paris. Au poste recherche et développement de Philippe Conticini à l'époque, rue du Bac. Il y avait le Real de Madrid de la pâtisserie, Julien Alvarez, le chef de la durée, il y avait Luc Balavoine, enfin il y avait la pâtisserie des rêves à ce moment-là, c'est hyper novateur. Exactement. On réinvente les choses, on réinvente la forme. Exactement. Et Philippe Conticini, c'est le poste Hermé, pardon, il popularise une créativité en fait. Donc moi, je ne connais absolument pas la pâtisserie des rêves. Je suis un petit mec de province qui sort du foyer. Je suis chez Pascal Café et j'apprends un peu le travail, la rigueur et tout ça. Et Adélaïde me donne ce numéro. Et pour moi, Paris, je le voyais à la télé. J'avais jamais vu la Tour Eiffel de ma vie. Je le voyais à la télé. Et le rêve, la Champions League, elle était à Paris. Sauf que 18 ans et demi, pas d'argent. J'appelle Angelo Musa qui me donne ma chance, qui me dit il me dit un vendredi soir, soit au laboratoire à Saint-Ouen, je savais même pas ce que c'était Saint-Ouen, à Paris. Ok, très bien et tout. Il me parle au téléphone, j'ai un vieux Alcatel qui se coulissait et je suis monté à Paris. En fait, il m'a envoyé l'adresse, ainsi de suite et tout ça. Pour la première fois de ma vie pour aller travailler et j'ai fraudé le train pendant un an et demi même. D'ailleurs, j'ai essayé de payer mes amendes un jour, là, mais la SNCF, ils m'ont mis une prescription parce qu'à 5 ans après, c'est bon à savoir, note pour les auditeurs. Exactement. Il faut tenir 5 ans. Ouais. et en fait, tous les jours, je me levais à 4h30. Je prenais le train de 5h07 à 3. J'arrivais à 7h08 à Paris. Je prenais la ligne 4, 7 et 13, enfin Carrefour Pleyel. Pour aller à Saint-Ouen, je marchais. Enfin voilà, j'arrivais 2 heures après au laboratoire. Et pendant un an, j'ai travaillé à la Pâtisserie des Rêves comme ça. Et pareil qu'à ma première boulangerie, je faisais rien à la Pâtisserie des Rêves. Je faisais la vanille. J'épluchais les pommes. Quand j'avais fini les pommes, je nettoyais. Après, je faisais les oranges, les trucs. Mais pour moi, juste d'être là, c'était un rêve. Forcément, je ratais le train presque tout le temps. Donc, je dormais soit à la gare, soit je restais dans la ligne 13. Je faisais que des allers-retours. Et puis, à 2h30, quand ça fermait, je faisais des tours dans Paris. Et à 4h, je retournais au laboratoire. Mais quand j'avais vécu ça, je pouvais pas vivre beaucoup plus dur. Donc après, j'ai continué comme ça. De la Pâtisserie des Rêves, je suis descendu à Monaco. Pareil, à l'arrache comme ça, avec mon solde de compte à 907 €. Je me suis payé 2 semaines d'hôtel. Après, j'ai vécu dehors, dans la rue, parce que j'avais pas de parents. Je pouvais pas me porter garant. Donc, je dormais au début dans les parcs. Trop de moustiques. Donc, j'allais à la plage de Galets à Nice. Et avec le vent, pas de moustiques. Et j'avais mes affaires aux consignes de la gare avant qu'il y ait le plan de Digipirate. Et pas d'argent, rien. J'allais voler des tartelettes Bonne Maman chez Monoprix à la place Masséna à Nice. Et le matin, je me réveillais, je me faisais réveiller par le jet d'eau du bateau de la plage. Et je prenais des douches froides avec un Tahiti menthe que j'avais volé aussi là-bas au Monoprix. Et j'allais travailler à Monaco en train.